Protégé dans sa forteresse montagneuse, le pays du chocolat et de l'horlogerie, le meilleur système bancaire au monde, une qualité de vie incroyable, neutre politiquement, véritable démocratie directe. Mesdames et messieurs, je vous présente la Suisse. Tu l'as lu toi-même dans le titre. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la Suisse explose économiquement tous les autres pays. Quelles sont les raisons qui la rendent indétrônable? Cette vidéo fait suite aux deux précédentes que j'ai fait sur le franc suisse. Si tu les as pas vues, je te les mets là-haut. Toi-même tu le sais, l'Europe, et plus précisément les pays de l'Union Européenne, sont dans une merde monstre. Et la France n'y échappe pas. Dettes gargantuesques, insécurité à cause d'une immigration massive d'une culture qui n'est pas européenne, un système de redistribution sociale qui pousse à devenir une merde parasitique biberonnée par maman la CAF, inflation incontrôlable, instabilité politique avec des ministres qui changent tous les 6 mois, des impôts délirants, également un système éducatif qui t'apprend à devenir un bon soldat républicain plutôt qu'à t'apprendre des compétences qui peuvent vraiment te servir et te permettre d'apporter une valeur ajoutée à ce monde magnifique dans lequel on vit. Et pendant que l'Europe brûle, ravagée par le chaos, la Suisse continue de s'élever. Ouah, mais comment est-ce possible, tu me diras? Allez, rentrons dans le vif du sujet. Partie 1. Une santé financière en béton armé. Premièrement, nous allons parler de la dette publique. En Suisse, la dette publique représente les sommes que l'État et les cantons, donc les régions, empruntent. La Suisse essaie de maintenir un ratio dette par PIB plus bas qu'en France, grâce à des règles budgétaires rigoureuses, très rigoureuses en l'occurrence, qui sont souvent appelées freins à l'endettement. Tu peux imaginer un budget familial avec des règles de dépenses sur le budget mensuel, entre la bouffe, l'eau, le loyer, l'électricité, etc. La Suisse applique ce principe à très grande échelle pour éviter d'avoir à trop dépenser. Pourquoi est-ce que la Suisse fait ça? 1. Pour ne pas vivre au-dessus de ses moyens. 2. Pour éviter d'avoir à s'endetter chaque année un peu plus. 3. Pour ne pas faire payer les erreurs d'aujourd'hui aux générations futures. Qu'est-ce que ça change? Moins de dettes, moins d'intérêts à rembourser. Moins d'intérêts, plus d'argent pour les services publics. Et si on a un budget prévisible, on n'a pas besoin d'avoir à taxer en urgence. Et pour les citoyens suisses, ça donne quoi? Pas de mauvaises surprises fiscales, plus de stabilité économique, et les gens peuvent mieux planifier leur vie. Et pour les investisseurs, un pays qui gère bien son argent inspire confiance. C'est logique. Ils prêtent plus facilement et à des taux plus bas. La France, pour comparaison, galère énormément à faire baisser son ratio dette sur PIB, ce qui évidemment la rend plus vulnérable aux crises. Ça, c'est un truc que j'adore en Suisse. Quand la croissance économique faiblit, la Suisse limite rapidement ses dépenses pour éviter d'avoir à accumuler trop de dettes. Dans certains cantons, il existe même des référendums financiers. Donc avant de lancer des grosses dépenses, les habitants doivent d'abord voter oui ou non. Si c'est pas génial ça, le peuple souverain qui décide où va son argent. Deuxièmement, nous allons parler des excédents commerciaux réguliers. Un excédent commercial signifie que le pays exporte plus de biens et de services qu'il en importe. La Suisse mise sur le pharma, l'horlogerie et la fabrication de machines de pointe pour se démarquer. Rolex, Nestlé et d'autres entreprises incarnent la fiabilité du Made in Switzerland. Le simple fait que là tout de suite, tu saches ce qu'est une Rolex en dit très long sur leur réputation. Aussi, les banques suisses attirent beaucoup de fonds étrangers, car elles possèdent une image stable et discrète. Cet immense flux de devises renforce l'économie et encourage de nouveaux investissements. Et grâce à ces afflux d'argent, la Suisse peut soutenir ses petites et moyennes entreprises pour qu'elles innovent en continu. Partie 2. Une stabilité politique et publique unique. Premièrement, nous allons parler du système politique fédéral. La Suisse est composée de cantons dotés d'une très large autonomie, ce qui limite les conflits avec le gouvernement central. Par exemple, le canton de Genève a instauré une taxe sur les grandes fortunes, alors qu'à l'opposé, on a le canton de Zug qui maintient une fiscalité très basse. Ce qui est cool, c'est que personne ne vient contester au niveau national, car chaque canton décide pour lui-même. En tant que Suisse, tu peux voter des lois par référendum ou alors proposer des changements via des initiatives populaires. Par exemple, en 2021, les Suisses ont accepté l'interdiction de se cacher le visage dans un espace public. Également, les partis politiques travaillent toujours pour obtenir un consensus. Par exemple, le Conseil fédéral suisse inclut des membres de différents partis, comme l'UDC, le PS, le PLR et le Centre. Les décisions doivent donc être négociées entre des partis opposés, ce qui évite les mesures extrêmes. Contrairement à la France, la Suisse s'appuie sur un conseil fédéral composé de 7 membres, chacun ayant un poids équivalent. Par exemple, en 2023, Alain Berset, qui est issu du PS, était le président de la Confédération. Mais il n'avait pas plus de pouvoir qu'un autre membre du conseil. Ce qui est cool avec ce modèle, c'est qu'il évite les crises autour d'un chef tout puissant, comme c'est le cas avec Macron en France. Cette gouvernance partagée évite les changements radicaux et rassure les investisseurs sur le long terme. Par exemple, j'en parle dans ma vidéo précédente, mais en 2008, pendant la crise des subprimes, la Suisse a attiré beaucoup d'investissements étrangers, pour les raisons suivantes. Stabilité politique, institutions prévisibles et absence de retournement politique brusque. Dans certains cas, un canton peut même adapter ses propres règles fiscales, ce qui crée évidemment des régions plus ou moins attractives pour les entreprises. Par exemple, on a le canton de Zoug qui propose un IS, donc un impôt sur les sociétés de 11,85%. Le résultat c'est quoi? On a des
géants comme Glencore et de nombreuses sociétés crypto qui s'y installent. La recherche permanente de compromis fait que les débats politiques aboutissent très souvent à des solutions qui intègrent plusieurs points de vue. Par exemple, en 2022, on a eu le cas de la réforme de l'AVS, donc de l'assurance vieillesse. Elle a été acceptée après des négociations sur l'âge de la retraite des femmes et le financement. Et donc le texte final reflétait un compromis entre droite et gauche. Deuxièmement, il faut qu'on parle des organismes publics. En Suisse, les décisions gouvernementales se prennent à plusieurs, donc aucun parti ne peut faire cavalier seul. Les députés fédéraux négocient constamment pour s'accorder sur une ligne commune. Les citoyens bloquent une loi si elle leur semble trop extrême grâce à un référendum. Cette mécanique collective garantit une cohérence qui perdure dans les périodes de crise. Par exemple, pendant la crise Covid, les lois d'urgence ont régulièrement été soumises à référendum. Les mesures ont été ajustées selon les votes, sans débordement politique. Les marchés financiers apprécient énormément cette stabilité, qui est un signe de solidité à long terme. Aussi, les votes de référendum exigent généralement un double accord, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la majorité des votants et la majorité des cantons. Par exemple, en 2002, pour rejoindre l'ONU, la Suisse a dû obtenir cette double majorité. Résultat, 54,6% des citoyens et 12 cantons sur 23 ont dit oui. L'avantage de ce système, c'est que quand un parti veut faire passer une loi qui peut être très controversée, il sait qu'il devra convaincre une large partie de la population et des cantons pour l'emporter. Partie 3, un système de formation axé sur la pratique. La Suisse met l'accent sur l'apprentissage et la formation professionnelle. Donc en parallèle des études, les jeunes intègrent très souvent les entreprises. Ce qui veut donc dire que tu peux te spécialiser dans un métier bien précis tout en restant connecté au marché de l'emploi. Par exemple, un élève peut devenir informaticien ou électricien à l'âge de 18 ans en ayant déjà 2 à 3 ans d'expérience. Donc il peut directement rentrer sur le marché du travail. Également, les entreprises suisses jouent un rôle majeur dans la formation, ce qui limite le chômage et garantit l'adéquation des compétences. Et pour preuve, en 2023, le taux de chômage des jeunes Suisses était de 2,1%. L'un des plus bas en Europe. Et ce qui est bien, c'est que les formations sont pensées avec les employeurs et pas contre eux. Aussi, les salaires élevés et la reconnaissance internationale attirent des profils venus d'ailleurs. Par exemple, la Suisse compte plus de 25% de travailleurs étrangers, pour beaucoup dans la santé, les finances ou alors les technologies. Toi-même, je suis sûr que tu as déjà envisagé de devenir frontalier suisse pour ces mêmes raisons. D'ailleurs, les grandes écoles et les instituts de recherche restent super bien intégrés dans ce système, en complétant l'apprentissage par une formation théorique approfondie. Par exemple, on a l'école polytechnique fédérale de Zurich, donc l'EPFZ, qui est classée dans le top 10 mondial des meilleures écoles en ingénierie. Elle travaille en lien avec les entreprises suisses, ce qui crée un pont direct entre la recherche et l'industrie. Partie 4, une neutralité historique qui inspire la confiance. C'est sûrement pas la première fois que tu entends ça, mais la Suisse pratique une neutralité affirmée, c'est-à-dire qu'elle ne s'engage pas dans les conflits internationaux. Pour preuve, depuis 1815, la Suisse n'a jamais participé à une guerre étrangère. Elle a jamais rejoint l'OTAN et elle a jamais participé aux guerres mondiales. D'ailleurs, c'est pour ça que de très nombreuses organisations internationales y tiennent leurs réunions, car elles estiment que le pays est neutre et sécurisé. D'ailleurs, pour info, si tu savais pas, le siège européen de l'ONU est à Genève. Il y a plus de 40 organisations internationales qui y sont installées, comme l'OMS par exemple. D'ailleurs en Suisse, il y a très souvent des négociations diplomatiques, ce qui renforce encore cette réputation de calme. Par exemple en 2021, la rencontre entre Biden et Poutine s'est faite à Genève, qui en soi est une preuve immense de la confiance accordée à la Suisse comme pays neutre. Cette neutralité est d'ailleurs l'une des raisons majeures qui poussent de nombreux capitaux étrangers à investir en Suisse. Par exemple en 2022, la Suisse gérait plus de 2800 milliards de dollars d'actifs étrangers dans ses banques. Elle est l'un des plus grands centres mondiaux de gestion de fortune. Partie 5, qualité de vie et attractivité pour les talents. Bon, j'imagine que ça t'es au courant. La Suisse figure en tête de nombreux classements sur le niveau de vie, grâce à des salaires importants et des services publics ultra performants. Le salaire médian dépasse les 6500 francs suisses par mois. Oui, 6500 francs suisses par mois. Les villes suisses apparaissent très souvent dans le top des destinations les plus agréables pour travailler et vivre. Les talents étrangers affluent, ce qui renforce encore plus l'économie du pays. Les infrastructures comme les transports, les hôpitaux et les réseaux internet affichent un excellent niveau de fiabilité. Évidemment, les soins de santé sont régulièrement classés parmi les meilleurs au monde. D'ailleurs, tu peux constater qu'une population qualifiée et satisfaite de ses conditions de vie crée un cercle vertueux pour la croissance. Et donc, en conclusion de cette vidéo, tu vois que la Suisse gère sa dette de façon stricte, évitant un endettement excessif, que ses secteurs d'exportation de pointe lui rapportent beaucoup de devises, que la politique de consensus et les organes publics solides réduisent les tensions, que la neutralité et la qualité de formation et la qualité de vie contribuent à cette réussite globale, et que le franc suisse reste un refuge face aux turbulences mondiales. Tu comprends enfin ce que devrait être la situation de la France dans un monde parallèle. La France a beaucoup plus de biens et de services, d'expertise, de savoir-faire que la Suisse, et pourtant, elle est derrière. Elle est encore derrière. Alors, après cette vidéo, j'imagine que tu te poses plein de questions du style « Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça en France ?» Eh ben mec, je sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'adorerais pouvoir te répondre, mais je sais pas ce que le gouvernement français fout. Bon allez, à très vite pour la prochaine vidéo. Au nom de la liberté.